Hello, je vous retrouve pour vous faire un petit point lecture. Voilà, j'ai sélectionné quelques livres. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout faire, mais on va essayer. Donc, il y aura un petit peu de tout. Il y a du graphique, il y a beaucoup de fantastique, évidemment. Et il y a aussi du policier. Donc, on se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Caro Magic Books. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un point lecture sur mes lectures du mois de mars. Alors, vous voyez, j'en ai pris plusieurs. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout vous chroniquer, mais on va essayer. Et je vais commencer tout de suite avec celui-ci. Je vais essayer d'extirper de la pile de livres qui est la suite, donc enfin, la suite plus ou moins. Ça peut se lire séparément, heureusement, puisque si vous avez suivi mes vidéos précédentes, j'avais eu deux gros fails au mois de février, dont un parce que j'ai créé trop d'attentes autour, et l'autre parce que ouais, non, c'était trop subversif pour moi. J'ai vraiment pas aimé le propos du livre. Et j'avais donc reçu en service presse par le biais de la masse critique Babelio sa suite qui s'appelle, c'était L'Homme D le premier. Là, c'est Le Fils de l'Homme D, toujours de Luc Reinhardt et toujours aux éditions Aux Forges du Vulcain. Et celui-ci, par contre, j'ai beaucoup aimé. Il est vraiment complètement différent du précédent. Ça peut se lire à part d'ailleurs, hein. Vous n'êtes pas obligé de lire L'Homme D, c'est pas gênant, puisque ici, on va suivre son fils qui part sur les traces de son père. Alors, on est fin des années 80, début des années 90, donc on est en plein dans les Golden Boy, dans les traders, ou on est toujours à New York, à Wall Street. Voilà, on est vraiment dans cette ambiance-là où l'apparence et l'argent comptent plus que tout, quoi. C'est pas comment vous allez, c'est combien vous gagnez. En gros, c'est ça. Il n'y a que ça qui compte. Et Larry, donc le fils de l'homme D, et lui est un trader, hein, il travaille en bourse, tout ça, et il pense que l'argent, il pense qu'apparence. Sa fiancée, bon, bah, c'est la fille du grand patron. Bon, on ne sait pas vraiment s'il a des sentiments pour elle ou si c'est juste par intérêt, tout comme elle d'ailleurs, hein. On a l'impression que bon, on se dit c'est un couple qui se marie très bien, ils sont tous les deux ambitieux, ils réussissent tous les deux dans le monde des affaires, donc ils vont très bien ensemble. Et puis Larry va être un petit peu embêté puisque ses supérieurs vont entendre parler de son père, hein, qui avait mis en place ce système de dés, c'est-à-dire je lance les dés, c'est eux qui vont décider de ce que je vais faire selon le tirage. Il y a même des centres qui se sont ouverts, enfin, c'est devenu une secte, hein, qui s'est généralisée dans tous les États-Unis. Donc là, on sait un petit peu plus que voilà, il a disparu, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et voilà, ses patrons lui disent, bah, ton père, là, il nous pose un peu souci, parce qu'il y a des gens du FBI qui sont venus nous interroger sur lui, il est recherché. Donc Larry décide de partir à la recherche de son père avec sa petite amie et la cousine de cette dernière. Et puis voilà, on va pénétrer dans un de ces petits groupes, hein, qui vivent éloignés, qui vivent selon les dés. On va retrouver le meilleur ami en quelque sorte et associé de Luc Reinhardt, hein, puisqu'il a écrit sous pseudonyme, et le nom de l'homme D, c'est Luc Reinhardt, mais c'était un pseudonyme pour l'auteur. Et voilà, on va les suivre comme ça. Et j'ai plus aimé parce qu'il n'y a pas, voilà, du SEXE à toutes les pages. Non, on va plutôt critiquer effectivement ce monde des Golden Boy, des traders, ce monde de l'apparence. Voilà, faut toujours être dans l'apparence. C'est ça qui est surtout critiqué. On a à la fin une scène un peu un peu orgiaque, mais voilà, sans que ce soit trop scabreux non plus. Puis c'était super intéressant de suivre le parcours de Larry. Voilà, c'est vraiment, je trouve que en fait, aussi bien l'homme D que le fils de l'homme D s'ancrent vraiment dans une époque. C'est pour ça que je m'étais dit, à la suite de la lecture de ces deux romans, ça aurait été bien, l'auteur est décédé en 2020, d'avoir son regard maintenant sur la société actuelle. J'aimerais bien avoir son regard parce qu'il a un regard quand même, je trouve, assez acéré. Alors, j'ai pas aimé le premier. Je me dis peut-être qu'il a voulu montrer aussi la folie de cette époque en poussant à fond son livre, mais je sais pas. Je sais pas, et je le saurais pas. De toute façon, il est décédé. Mais voilà, ça ne m'avait pas plu du tout. Par contre, celui-ci, puis vous pouvez le lire à part, puisqu'il va reparler de son père, de ce qu'a fait. Voilà, les autres vont parler de ce qu'a fait son père, comment il a vécu.
Et on va suivre ce parcours. Et là, pour le coup, ouais, c'était pas mal. Puis vous avez toujours une critique de la société. En plus, bon, comme une critique pas mal, cette société du combien tu gagnes et de l'apparence, je veux dire, on y est encore actuellement. D'une autre façon, mais on est toujours quand même sur une société de l'apparence. Il faut toujours bien présenter, il faut être mince, il faut être sportif, il faut être cultivé, il faut être ceci, il faut être cela. Enfin, toutes ces choses à chaque fois qui nous rendent fous, en fait. C'est encore une fois ce que fait ressortir Luc Reinhardt, c'est que oui, la société nous rend fous parce qu'elle nous oblige à suivre ses dictats, puis on est tellement dedans qu'on s'en rend pas compte, qu'on sait pas prendre du recul. Et du coup, bah ouais, c'est intéressant d'avoir justement ce point de vue et de découvrir cette société par son œil qui est quand même assez acéré. J'enchaîne ensuite avec Cœur de magma, deuxième degré inextinguible de Shonès Yunchkin. Donc j'avais déjà lu le tome 1 où on est dans un Far West un peu fantastique. Alors on voit pas, il n'y a pas trop de fantastique, mais par exemple les dieux qu'ils honorent ne sont pas les mêmes que le Far West du 19e siècle, hein, tout simplement. Mais voilà, il y a cette ambiance vraiment, oui, effectivement, on est presque dans un film de cow-boy. Et dans le premier, on suit donc Edan, qui arrive avec son père dans une petite ville. Ce sont des étrangers, ils n'honorent pas le même dieu. Ils sont assez bien accueillis malgré tout. Mais Edan va se rapprocher d'une des jeunes filles assez convoitées de la ville et ça va très mal se finir puisque le tome 1 commence alors qu'il est accusé du crime de cette jeune fille et 4 hommes s'emparent de lui et tentent de le brûler vif. Il pense qu'il est mort. Il doit la vie qu'à un sauveur assez mystérieux qui vient le sortir de là. Il y a des grottes assez éloignées du village. Il vit là dans ces grottes qui sont de véritables labyrinthes. Et Dan va être soigné par cet inconnu mais il va rester quand même marqué par les cicatrices, hein, que ce soit sur le corps, sur le visage. Et puis on voit aussi très psychologiquement, on le voit beaucoup dans ce tome 2, hein, il est très marqué, ouais, très psychologiquement très marqué. Il commence à se reconstruire, on voit déjà un début de reconstruction dans le tome 1. Là, il continue à essayer de se reconstruire. Alors, il y a une partie assez psychologique, voire philosophique dans le roman, puisque Edan, au début, s'entraîne à essayer de se retrouver lui-même, à retrouver aussi plus de mobilité au niveau physique, puisque évidemment, les cicatrices, bah, ça peut vite vous empêcher de marcher, d'avoir des mouvements fluides. Donc il va pas mal visiter puis par curiosité aussi. Et il a l'impression plus que son sauveur lui cache des choses. Ils sont pas toujours d'accord sur tout. Et il va visiter pas mal ces grottes et s'y perdre un peu. Et moi c'est vrai que ça m'avait fait penser un peu à la psyché humaine, à tout ce que voilà, à tout ce que notre cerveau peut nous envoyer, à tout ce à quoi on peut penser, que ce soit vrai ou faux, qu'on se fasse de fausses idées ou pas. Et voilà, c'est un peu ce côté labyrinthique, voilà, quand on commence à se laisser submerger par ses pensées. Ça fait penser aussi à la grotte de Platon, que vous avez dû tous voir, je pense, en cours de philo. Voilà, où des hommes n'osent pas sortir de la grotte pour découvrir la lumière. Bon, je vais pas vous refaire le cours de philo, hein. Perso, moi, j'aimais pas trop la philo, donc mais voilà, ça m'a vraiment fait penser à tout ça, où effectivement, il y a une recherche de la vérité, du coup, mais aussi une recherche de soi. Donc, on voit Edan continuer à chercher qui il est, mais surtout à chercher à se venger. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué avec son sauveur, qui lui dit, bah, la vengeance ne va rien t'amener, mais bah, évidemment, après ce qu'il a vécu, on comprend qu'il a envie de se venger. Donc on va voir aussi le cheminement de cette vengeance, comment ça va se passer. Et puis, c'est pareil, on ne sait toujours pas qui est le véritable assassin de la jeune fille, qui l'a tuée. On sait que c'est pas Edan, nous lecteurs on le sait, mais qui a commis ce crime. Donc voilà, on voit tout ce cheminement, donc du coup ça reste très prenant parce qu'il y a vraiment une réflexion sur la vengeance, hein, sur ce que ça amène. Puis ça finit de façon assez dur, assez un peu en cliffhanger, donc on a envie d'avoir la suite. Bon, le tome 3 est déjà sorti, hein, si vous avez commencé la série, ou si vous souhaitez commencer la série, voilà, le tome 3 est sorti, vous pouvez vous lancer dedans sans souci, et voilà, poursuivre les aventures d'Edan et voir jusqu'où sa vengeance va le conduire. Donc là, on va attaquer vraiment les lectures du mois de mars. J'ai gardé le petit mot dedans. J'ai commencé par le graphique, hein. Je sais que ça n'intéresse pas toujours tout le monde, le graphique, donc c'est le seul que je vais vous présenter aujourd'hui. Seiyon de Camille Broutin aux éditions d'Arco dans leur label Combo, qui est ici. Donc c'est un service presse.
parce que je suis partenaire avec eux cette année. C'est un manga, hein. C'est un manga, on a vraiment c'est écrit par une Française, mais c'est un manga. Ça commence vraiment dans le sens, japonais et ça se lit dans le sens japonais. C'est en noir et blanc et c'est surtout très étrange, très prenant. J'avais lu des extraits et l'atmosphère m'avait beaucoup intriguée. On suit, comment cette, jeune fille, Margot. Alors on voit déjà qu'il y a voilà, on est dans un pensionnat pour filles. Bon, jusqu'ici, vous me direz, rien d'extraordinaire, elles ont des uniformes, mais on sent une certaine alors ils sont un petit peu, voilà, elles discutent, elles discutent pour savoir qui va être le prochain enfin, la prochaine déléguée. Il paraît qu'il y a une fille. Là déjà, ça m'a fait un peu tiquer parce qu'une jeune fille a eu un comportement très violent. Et on se rend compte petit à petit que c'est des jeunes filles qui ont des comportements assez violents quand on écoute les profs parler d'elles, tout ça. Donc on se dit, ah, c'est pas un pensionnat non plus comme les autres. Et puis Margot qui est là, elle se tient à part de tout ça. On la sent, elle est comme indifférente à tout ce qui se passe autour d'elle. Elle ne s'occupe pas des histoires des filles. Quand elle joue, enfin quand elle est en sport, elle ne tape pas dans la balle, même quand c'est un sport collectif, ce qui fait râler les autres élèves. Elle reste dans son coin, elle mange à peine. Le directeur qui vient la voir, qui lui donne à manger, il dit faut que tu manges. Elle a des résultats corrects, donc elle ne fait pas le bazar en classe ni rien, mais elle ne cherche pas non plus à aller vers les autres. Par contre, son truc, c'est d'aller visiter les parties désaffectées de cet internat. Donc, il y a un petit côté urbex qui est pas mal du tout. Et puis, on se rend compte que cet internat est paumé au beau milieu du désert. Alors ça aussi, ça fait assez bizarre, quoi. C'est voilà. Alors le comportement violent, Margot qui semble indifférente à tout, le côté urbex, plus cet internat qui est au beau milieu de nulle part. Voilà, ça suffisait déjà à poser des bases très étranges et d'un seul coup, c'est tout au début du manga, il y a l'alarme qui retentit dans le pensionnat et là tout le monde se précipite, il faut qu'on parte, il faut qu'on se mette dans les abris, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? On sait juste que le danger vient du ciel, il y a des choses qui tombent du ciel qui apparemment sont très dangereuses. Margot va se retrouver coincée dans la partie désaffectée de l'internat, elle n'a pas le temps malheureusement de sortir et puis elle va se rendre compte qu'elle n'est pas la seule à être restée coincée et on va les suivre un petit peu et en essayant de comprendre ce que c'est que ces trucs qui sont tombés du ciel. Je dis trucs parce qu'on ne sait pas et je ne veux pas vous en dire trop non plus. Voilà, il y a des images assez marquantes quand même. Il y a pas énormément de dialogue. C'est très épuré et du coup, je trouve que ça renforce le côté étrange, inquiétant de, de ce livre, en fait. Vous voyez, il y a très très peu de choses, hein, et du coup, c'est hyper inquiétant. Et il en faut pas plus. Et je trouve franchement que enfin, c'est une réussite. Donc là, c'est le tome 1. Je vais vous le remettre dans le bon endroit parce que c'est un manga, même si c'est français. Mais franchement, c'est une réussite. J'ai beaucoup aimé. Donc maintenant, j'attends la suite avec impatience. Mais je pense qu'il va falloir attendre l'année prochaine. Du coup, je vais enchaîner avec les 2 romans policiers que j'ai lus. Il y en a peut-être pas que 2, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, les 2 que j'ai sélectionnés aujourd'hui. Aujourd'hui, pardon. Le premier, c'est Les Veuves de Pascal. Oh, c'est pas vrai, il y a des cheveux dessus. Les Veuves de Pascal Engman aux éditions Nouveau Monde. Nouveau Monde, ils m'avaient déjà contacté l'année dernière pour me proposer leur roman féminicide. En fait, je ne l'ai jamais reçu. Et ils m'ont redemandé, vous l'avez reçu? Bah, je dis non, puis bon, ça s'est arrêté là. Il est sorti en poche, puisqu'on retrouve la même, la même enquêtrice. Mais, bah, ouais, il y a quelques petites allusions au tome 1. Moi, j'avoue que j'ai pas lu le tome 1, sachant que, en fait, ça, c'est un tome 3, le tout premier tome n'a pas été traduit en français. Donc il y a des références, parce que je me suis dit, il s'en passe des choses quand même dans le tome 1, mais non, il y a des références à d'autres choses qui sont passées encore, voilà, qui n'ont pas été traduites malheureusement en français. Donc en fait, c'est le tome 3. Après, franchement, ça gêne pas du tout la lecture. C'est plus au niveau de la vie personnelle de l'inspectrice qui est Vanessa Frank. Donc là, nous sommes à Stockholm, et puis un policier est retrouvé mort dans un parc, et un petit peu plus loin, on retrouve une jeune femme, et il se trouve que l'enquêtrice Vanessa Frank connaissait très bien cette jeune femme qui était d'origine syrienne, qui avait fui son pays à cause voilà, des problèmes de terrorisme, de régime trop dur. Enfin bon, c'était voilà, bon, la situation là-bas est très compliquée.
Et du coup, alors Vanessa Frank, au départ, elle est dessaisie de l'affaire puisqu'elle connaissait trop bien l'une des victimes. Les policiers se disent, ben, on a voulu tuer ce flic parce qu'il enquêtait sur les gangs. Et elle, c'est un dommage collatéral. Mais elle se dit, non, c'est bizarre quand même. Pour elle, elle n'orienterait pas l'enquête uniquement sur le policier qui est décédé. Et puis surtout, elle se demande, elle pensait que cette jeune fille était repartie chez elle, et elle découvre qu'elle est encore, elle était encore là à Stockholm. Donc on va avoir cette enquête, hein, cette double enquête de ceux qui vont rester, voilà, qui sont toujours sur l'affaire. On va surtout suivre Vanessa Frank qui va enquêter sur cette jeune fille, qui va apprendre beaucoup de choses. Le titre est assez étrange, Les Veuves. On sait pourquoi ça s'appelle comme ça en lisant le livre. Je ne vais pas vous dire pourquoi, parce que ce serait spoiler une partie du roman. Alors il faut savoir que c'est un roman très noir quand même, puisqu'on va parler de fanatisme, on va parler d'islamisme, on va parler de terrorisme. Voilà, donc c'est des sujets quand même assez durs. Voilà, donc faut quand même être préparé. C'est vrai que c'est pas évident. C'est des sujets dont il faut parler, hein, parce que malheureusement nous sommes en plein dedans. Mais voilà, c'est un roman très noir, mais que j'ai beaucoup aimé, qui est bien abordé, qui nous donne plusieurs points de vue aussi, qui nous permet de comprendre comment on peut en arriver à des situations comme celle-là. Encore une fois, ça ne les justifie pas, ça ne justifie rien ne justifiera jamais le terrorisme, mais voilà, c'est vraiment, on voit comment on peut en arriver à des situations comme celle-ci, et c'était vraiment passionnant à lire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup, j'ai mis, alors du coup, le premier qui a été traduit en français, c'est Féminicide, et on va parler évidemment d'assassinat de femmes dans un autre sujet, mais toujours très sombre. Du coup, je l'ai mis aussi sur ma wishlist parce que j'aime beaucoup la plume de l'auteur, hein. Ça se lit très facilement. Puis il aborde des sujets, je trouve, d'actualité, et qui sont certes très durs, mais vraiment nécessaires. Ensuite, j'ai enchaîné sur un policier plutôt, enfin thriller psychologique, l'affaire Pénélope March de Anixa Kari aux éditions Cubique, que j'ai reçu aussi en service presse dans leur collection Outre-Noir, que j'ai beaucoup aimé. Alors il est très court, mais c'est bien parce que quand vous rentrez comme ça dans la psychologie, autant dans la psychologie d'un personnage, il ne faut pas que ça dure non plus trop longtemps, sinon ça peut vite être lassant. Et là, on va suivre Pénélope Marche. On sait juste qu'elle est, enfin dans le résumé, c'est noté qu'elle entend des voix qui lui disent qu'elle doit tuer. Et en fait, on va la suivre dans une espèce de road trip. Elle se trouve un vieux Dodge, si je me souviens bien, ça doit être un Dodge. Voilà, on va la suivre sur les routes. Elle va s'arrêter par moments, trouver des endroits un peu abandonnés. Elle va s'arrêter à une rave party. Voilà, elle va rencontrer des gens, et en fait, on ne sait pas si ce qu'elle fait, si elle l'imagine, si elle l'a vraiment fait, si c'est des hallucinations, si elle est complètement folle, ou si voilà, elle a commis des crimes. On ne sait pas. On se doute on va voir les réponses à la fin, hein, donc on va la suivre dans ce road trip à la fois à travers le pays, mais aussi à travers la psychologie quand même très marquée de ce personnage, très complexe, très traumatisé. Et on va comprendre petit à petit. Alors on sait déjà qu'elle n'a pas eu une enfance et une adolescence géniale, puisque son père, je ne sais plus s'il est parti ou s'il est décédé. Sa mère s'est remise avec un type qu'elle n'aimait pas du tout. Donc voilà, ça a été très compliqué. Voilà, on va avoir des flashbacks comme ça de son passé, et petit à petit on va pouvoir recoller les morceaux et découvrir vraiment ce qui a amené Pénélope March à ce point. Alors moi j'ai beaucoup aimé, j'aime bien les romans comme ça, très noirs, très psychologiques, qui plongent dans la psyché d'un personnage ou de plusieurs personnages pour vraiment fouiller à fond leur psychologie, nous mener sur des fausses pistes, nous perdre un petit peu, voilà, nous faire imaginer des choses, nous faire nous poser mille et une questions. Voilà, j'adore ce genre de roman parce que voilà, ça étudie vraiment la psyché humaine, et c'est super intéressant. C'est vraiment tout à fait le genre que j'aime. Je vous le conseille, il est court, donc il se lit vraiment très bien, et franchement vous n'allez pas être déçus par ce voyage dans la psyché de Pénélope March. Nous allons retourner vers le fantastique avec Les Trois Chemins entre les souhaits de Patrick Rothfuss aux éditions Brajolone, que j'ai reçu en service presse, qui est un très beau livre d'ailleurs.
avec Jaspage et ouais, il est vraiment, vraiment très beau. Je trouve magnifique. Alors l'arbre se trompe, enfin, cet arbre coupé a une raison d'être, hein, il n'est pas là par hasard. C'est vraiment... c'est une belle lecture, c'est vraiment, vous avez un signe et tout, vraiment un très beau livre. Et puis surtout, il y a pas mal d'illustrations dedans. Alors c'est vrai qu'il est assez court. Vous avez pas mal d'illustrations comme ça dedans. Donc c'est vraiment un travail entre Patrick Rofus et, je ne sais pas le nom de l'illustrateur, Ned Taylor. Peut-être certains d'entre vous qui vont le connaître. Donc on voit comme ça pas mal d'illustrations que j'ai beaucoup aimées. Il y a un côté assez young adulte, hein. Je pense qu'il peut être lu par des plus jeunes. En fait, Les Trois Chemins entre les souhaits, c'est une sorte de préquel au Nom du vent, qui est une saga qu'a écrite Patrick Rofus. Pour l'instant, il y a 3 tomes. Je crois que le nom de la série, c'est pas le Nom du vent, le nom de la série, c'est Chronique d'un tueur de roi. Ça doit être ça, je sais plus. Et ça faisait un moment que je voulais les lire et je les avais empruntés à la médiathèque. J'avais pas eu le temps de les lire, je les avais rendus. Et là, j'ai eu l'occasion de recevoir le préquel, donc je l'avais demandé. Ça me permet comme ça de rentrer un peu dans l'univers. Du coup, j'ai redemandé le Nom du vent. Je les ai remis en réservation. Parce que ça m'intéresserait de connaître le reste de l'histoire. Et là, on va suivre en fait un des personnages secondaires du Nom du vent qui s'appelle Bast. Alors, on sait qu'il n'est pas complètement humain. Au départ, on le voit. Alors, ce qui est étrange avec ce livre, c'est qu'il se passe sur une journée et le début d'une nuit. C'est vraiment très court en fait, hein. C'est vraiment une temporalité assez particulière d'ailleurs. Alors, j'essaie de vous montrer ça. Vous voyez, vous avez, alors c'est marqué l'aube, talent et habileté. Puis on voit que c'est, voilà, on voit des petits dessins. Là, vous voyez le soleil qui apparaît ici. Puis il y a des petits dessins qui vont avoir rapport avec chaque chapitre. Bast, il travaille dans une auberge avec un autre homme et il s'enfuit de temps en temps sans le dire à son maître. Il l'appelle son maître. Et il se rend en haut d'une colline où il y a effectivement cet arbre qui est, voilà, qu'on voit ici, qui est coupé. Et puis en fait, des gens, alors il ne faut pas dépasser un certain âge, je crois que c'est 12, 13 ou 14 ans, donc les plus jeunes peuvent venir, et des enfants peuvent venir le voir pour lui demander d'exaucer des souhaits. Alors lui, il demande quelque chose en échange. Alors souvent, c'est pas de l'argent qu'il demande, c'est souvent des choses auxquelles tiennent les gens. Ça peut être par exemple pour un enfant un jouet que son père lui a confectionné. Voilà, ça peut être des choses comme ça. C'est pas ou des choses qu'ils ont trouvées voilà, qui ont pour eux quelque chose, des objets pour lesquels ils ont énormément de tendresse, qui leur rappellent de bons souvenirs. Voilà, c'est plus des échanges comme ça, ou alors un échange de services plus tard. Et voilà, on va le suivre comme ça. Il y a plusieurs personnes qui vont venir lui demander de l'aide. On va suivre notamment un jeune homme qui vient le voir plusieurs fois. Alors normalement, il n'est pas censé le voir puisqu'il a déjà dépassé l'âge requis. Mais on sent que ce jeune homme a pas mal de difficultés. Petit à petit, on va découvrir quelles sont ses difficultés. Puis Bast, on se rend compte aussi qu'il n'est pas complètement humain. En même temps, c'est un personnage assez charismatique et assez malin quand même, assez ironique, assez sarcastique, qui aime bien les jeunes filles, hein. Il s'arrange pour qu'un des enfants lui dise où une des plus belles filles du village se baigne. Mais ce qui est marrant, c'est que lui aussi, quand il va se baigner, les jeunes filles du village viennent l'observer aussi. Voilà, il y a un réel talent de conteur. Je ne connaissais pas la plume de Patrick Rofus et je trouve qu'il y a un réel talent de conteur. Ne vous attendez pas, il n'y a pas de bataille dedans, hein. Il n'y a pas de complot, rien de tout ça. C'est vraiment un conte et c'est ce qu'expliquait à la fin Patrick Rofus. Il y a une très belle postface voilà, sur le métier de conteur, hein. Lui, il se définit un petit peu comme conteur et notamment, bah là maintenant il dit que ses enfants sont ados, mais quand ils étaient enfants, il adorait leur raconter des histoires et des histoires qu'il inventait. Donc il a gardé cette habitude, voilà, de conter des histoires qu'il racontait d'abord à l'oral et ensuite qu'il mettait à l'écrit. Et oui, on retrouve vraiment cette ambiance de conteur dans ce roman. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé sa plume. Je me suis dit, c'est à découvrir. C'est pour ça que j'ai redemandé le Nom du vent, espérant que cette fois j'arrive à trouver le temps de le lire. Mais je serais curieuse de voir, voilà, dans un plus grande saga, ce que ça va donner, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'en fait c'est pas une trilogie, il doit encore en écrire
au moins un, je sais pas trop, mais il tarde à écrire la suite. Et j'ai senti, quand j'avais posté ma chronique sur Instagram, qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient la suite, qu'ils étaient impatients d'avoir la suite. C'est un peu comme George R. R. Martin, quoi. On attend toujours la suite aussi de Game of Thrones, quoi. On a eu voilà, la conclusion au niveau de la série, on aimerait bien avoir la conclusion au niveau des livres, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on l'aura. Et en tout cas, ça a été une bonne surprise, j'ai beaucoup aimé, le talent de conteur de Patrick Rothfuss, j'ai beaucoup aimé ce personnage de Bast et tous les mystères qui l'entourent. Euh, alors au début, alors je pense que c'est un peu quelque chose de... un peu de l'ironie, mais il dit, vaut mieux que vous ayez lu Le Nom du Vent pour lire le livre. Bon, moi perso, j'ai pas lu Le Nom du Vent, ça m'a pas empêché d'apprécier ce livre, et c'était vraiment très sympa à découvrir. Puis si vous voulez, voilà, peut-être vous lancer pour découvrir cet auteur, c'est un bon moyen aussi de rentrer, je pense, dans son univers. Celui-ci, je l'ai reçu aussi de la part des éditions Bragelonne. C'est le tome 3 de la trilogie The Last Binding de Freya Marske. Alors c'est pareil, j'ai pas lu les deux premiers. Alors on retrouve les personnages des deux premiers dans ce troisième tome. Mais après, encore une fois, ça n'a pas gêné ma lecture. Donc il n'y a pas eu de soucis. C'est pareil, vous avez encore un magnifique jaspage. Alors la particularité de cette trilogie, c'est que nous sommes dans l'Angleterre et le Londres du début du XXe siècle, qui est identique au Londres et à l'Angleterre qu'on a connu, sauf qu'il y a de la magie. Donc ça change un petit peu la donne. Alors la première incluait une romance MM, le deuxième tome une romance FF, et ici une romance MM à nouveau, mais c'est des personnages qu'on trouve déjà dans les deux premiers tomes. Je trouve leur illustration, elle est tout simplement superbe. C'est de Will Stahl, je crois. Will Stahl, je sais pas si je prononce bien. Apparemment, il est assez connu. Moi, perso, j'avoue, je regarde jamais qui fait les illustrations, en fait. C'est un tort, mais voilà. Alors, j'ai beaucoup aimé parce que on est voilà, voilà, dans cette Angleterre quand même assez victorienne, assez pudique, mais en même temps, il y a tout ce système de magie, et on va suivre un jeune homme qui a connu un très gros traumatisme. Il fait partie des nobles qui ont des pouvoirs, et quand il était jeune ado, sa sœur est morte dans des circonstances assez tragiques. Ça l'a marqué, il ne veut plus utiliser la magie d'ailleurs. Et puis, bon, il a des amis, en fait, les personnages des deux premiers tomes, et l'une d'elles possède une maison qui est assez particulière. J'ai beaucoup aimé cette maison, parce qu'en fait, vous avez d'un seul coup des pièces qui apparaissent, des portes qui veulent s'ouvrir ou ne pas s'ouvrir. Voilà, elle en fait un petit peu qu'à sa tête, cette maison, mais elle est très importante parce qu'en fait, il y a beaucoup d'artefacts qui ont été perdus et qui sont très importants. Et la maison possède un de ces artefacts, donc ils veulent à tout prix le retrouver. Bien sûr, ils ne sont pas les seuls sur le coup. Il y a une société secrète qui veut s'en servir pour accéder au pouvoir et pouvoir contrôler tout le Royaume-Uni, voire l'univers tout entier, si affinité. Voilà, donc c'était vraiment... j'ai beaucoup aimé cet aspect à la fois enquête, un petit peu drôle, avec cette maison qui n'en fait qu'à sa tête. Voilà, j'ai beaucoup aimé les personnages aussi, la diversité qu'il y avait. Le fait qu'on aborde, voilà, des sujets de société, sur comment dire, les préférences des gens. Par contre, il y a eu peut-être un petit peu trop de scènes de smut pour moi. C'est-à-dire que la première arrive très vite, page 157 je crois. Bon, je me dis, bon, après, pourquoi pas, ok, ils sont attirés l'un par l'autre. Mais après, bon, il y en a 3, 4, 5, c'était un petit peu trop pour moi. Bon, après, je m'en doutais un petit peu, hein, vu le résumé, je me doutais que, voilà, donc à ce niveau-là, j'ai pas été surprise de façon désagréable. Je pensais qu'il y en aurait moins quand même, et je préférais, voilà, m'attarder sur l'enquête, sur la recherche des artefacts, sur voilà, ce qui s'était passé voilà, lors du meurtre de la sœur de notre héros. Ça m'aurait davantage intéressé. Il y a tout un passage aussi où il se retrouve dans la demeure du personnage principal, Jack Alston, Lord Hawthorne. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que la relation qui va se développer, ça va être avec... alors, je vais essayer de vous retrouver le prénom.
Alan Ross qui est un jeune journaliste, mais qui en fait est issu de l'immigration italienne. Donc sa famille a connu la pauvreté, a vécu sous les ponts. Lui, il a réussi à se faire une place dans un journal. Il a anglicisé son nom, hein, parce qu'à la base, c'était pas Alan Ross, c'était... Je vais pas retrouver le nom, mais bon, il a anglicisé pour pas trop montrer ses origines, pour mieux s'intégrer dans le journal. D'autant que ben voilà, le journal, il appartient à la noblesse, en fait. Donc, bon, faut pas critiquer la noblesse. Faut pas dire que les classes voilà, pauvres bah, vivent de façon indigne et ne sont bonnes qu'à travailler et on s'engraisse sur leur dos. Voilà, donc on a vraiment d'un côté, on a voilà, ce noble qui a tout pour lui, mais qui a subi ce gros traumatisme qui l'empêche d'être lui-même, d'exercer sa magie. Et de l'autre, on a voilà, ce jeune immigré qui veille sur sa famille, puisque en plus, il a plusieurs frères et sœurs, mais son père est décédé. Même si sa mère s'est remariée avec quelqu'un, ça reste compliqué. Il a une sœur qui a été agressée elle travaillait comme servante chez des nobles, elle a été agressée, elle se retrouve enceinte. Donc vous imaginez, à cette époque-là, une femme qui se retrouve enceinte sans être mariée. Voilà, c'est plein de choses comme ça. J'ai beaucoup aimé aussi, voilà, encore une fois, qu'il y ait deux points de vue et qu'on voit d'un côté les riches, de l'autre les pauvres, même si le héros, Jack, il veut justement faire passer des lois. Alors c'est des lois qui ont vraiment existé, qui ont vraiment, voilà, qu'une partie du gouvernement anglais voulait faire passer pour aider les classes les moins riches. Et donc Jack essaie de se battre aussi pour ceux qui, voilà, les classes les moins aisées, pour les pauvres. Voilà. Mais du coup, c'est un petit peu tendu entre eux parce que Alan le considère comme un privilégié. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais il y a cette tension et cette attirance en même temps. Par contre, là où ça m'a un petit peu gênée, c'est que, bon, vous les voyez là tous les deux, donc là c'est Lord Hawthorne et là c'est Alan. Donc, Lord Hawthorne est présenté comme plus grand que Alan, Alan qui est présenté comme plutôt quelqu'un de petit, d'assez mince, et Lord Hawthorne comme quelqu'un de grand et de fort. Et du coup, dans leur jeu, dans leur relation, il y a ce jeu de domination. Alors, tout est consenti, on est ok, mais bah, déjà l'autre c'est un noble, il a tout pouvoir, et l'autre bah, il fait ce qu'il peut pour faire vivre sa famille et il a rien. Ce jeu de domination un petit peu dans, voilà, dans leur relation, ça m'a, bon, même si c'est consenti, bon, c'est pas ce que j'ai, voilà, c'est bon, je vous l'ai dit, c'est pas les scènes de smut qui m'ont, voilà, qui m'ont plu dans ce livre. Bien au contraire, il n'y en aurait pas eu, que ça aurait été aussi bien peut-être une ou deux pour marquer l'attirance des personnages. Mais bah voilà, c'était pas plus que ça. Après, à côté de ça, l'enquête, c'est vrai, était vraiment intéressante. L'univers dans lequel on est plongé est vraiment intéressant aussi. Du coup, c'est pareil, j'hésite, je me dis, est-ce que j'achète les deux premiers parce que j'ai envie de découvrir vraiment tout cet univers, tout ce système de magie qui a été mis en place, qui est vraiment très intéressant. Et en même temps, voilà, je me dis, s'il y a plein de scènes comme ça va, bon, pas forcément me plaire. Donc je sais pas, je vais bien voir. Bon, en tout cas, j'ai commencé la série à l'envers, mais ça ne m'a pas empêché de l'apprécier. Sachant en tout cas, voilà, il y a le système de magie très intéressant. Le fait que ça se passe dans une Angleterre qu'on connaît, mais dans laquelle il y a de la magie, il y a aussi quelques créatures, tout ça, c'est qui est aussi cette, voilà, cette différence entre les nobles et les pauvres. Tout ça, c'était vraiment très 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 intéressant. Après, sachez, si vous n'aimez pas le smut, bah, évidemment, il y a du smut. Je vais finir avec cette petite pépite qui est une novella. Alors ça, c'est la seule chose que je vous reproche, c'est effectivement d'être trop court, qui est comment, une novella des éditions du Chat Noir, Les Nuits envolées de Magali Lefebvre, que j'ai reçu aussi en service presse, puisque cette année, je suis partenaire avec les éditions du Chat Noir. Ils n'ont pas relancé les demandes de partenariat pour le moment. Bon, je pense qu'ils ont été pas mal occupés aussi, d'après ce qu'ils nous disaient, avec des rééditions de livres. Ils ont fait des soldes aussi en début d'année. Donc voilà, ils ont quand même pas mal, ils sont pas mal occupés. Puis ils ont sorti des nouveautés aussi. Et voilà, là on est vraiment dans du gothique, donc vous savez à quel point j'adore ça. Et voilà, ça me plaît, ça peut me déjà le résumé, j'avais très envie de le lire. Magali Lefebvre, j'avais lu pardon, je vais y arriver. Bad Queen, qui était une réécriture de La méchante reine de Blanche-Neige, que j'avais beaucoup aimé, qui avait été édité aux éditions Noires d'Absinthe, qui malheureusement ont fermé. Et je suis super contente de la retrouver aux éditions du Chat Noir. D'ailleurs, j'ai un autre livre d'elle que j'ai reçu aussi, qui est aussi dans une autre maison d'édition, dont je vous parlerai ultérieurement. Bah non, je vous l'ai montré dans le book haul. Si vous avez vu le book haul, bon,
vous l'avez vu. Voilà, donc en tout cas, c'est une autrice, voilà, j'avais lu une fois, mais j'avais beaucoup aimé. Et là, j'étais curieuse de savoir ce qu'elle voilà, ce qu'elle allait faire avec cette histoire effectivement gothique dans laquelle il y a aussi du folklore slave et on va parler de troubles du sommeil. On est en 1812 et on va suivre Cyrine. Alors Cyrine, c'est une jeune mariée. Elle vit pour l'instant chez ses beaux-parents qui sont des gens assez riches, mais très gentils, très bienveillants, puisque son mari fait partie de l'armée napoléonienne et ils sont donc partis se battre sur le front russe. Bon, si vous vous souvenez un peu de vos cours d'histoire, vous savez que ça s'est très très mal passé hein, pour Napoléon et ses armées face à la Russie. Mais là n'est pas le propos du livre, c'est que en fait Cyrine s'inquiète de plus en plus du départ de son mari, et même s'ils reçoivent des courriers. Le problème c'est que le temps que le courrier soit acheminé, bon, c'est très long et elle s'inquiète beaucoup pour lui. Et elle commence à avoir effectivement des troubles du sommeil, à avoir des problèmes d'anxiété de plus en plus importants et elle finit insomniaque en fait. Donc la nuit, elle finit par se relever, elle hante un peu les murs de cette grande demeure bourgeoise. Elle va dans la forêt d'à côté, puisque cette forêt, elle lui rappelle de bons souvenirs, puisque c'est là ils étaient amis avant d'être époux. Et il y a plein de choses qui s'est passé dans cette forêt. Ils ont gravé leur nom sur un arbre. Et ils ont plein de souvenirs d'enfance, donc elle aime beaucoup y aller. D'ailleurs, vous pouvez voir sur la couverture, il y a même... voilà, il y a une chouette. Et elle est effrayée parce que elle voit et elle entend une chouette. Alors, c'est vrai que la chouette peut avoir plusieurs symboliques, hein. Moi, c'est vrai que j'avais surtout le souvenir de la chouette qui était le symbole d'Athéna, donc plutôt de sagesse. Mais ça peut être aussi un symbole de mauvais présage. Donc, évidemment, pour Cyrine, tout ça, ça remue dans sa tête. En plus, elle dort quasiment pas. Donc, elle commence à s'inquiéter. Elle se dit que c'est un mauvais présage. Et puis, il va y avoir effectivement un petit peu de folklore slave, puisque sa mère avait des origines slaves. Alors, je ne sais plus si c'était russe, mais en tout cas slave. Donc, est-ce qu'il y a un soupçon aussi de culpabilité, puisque là, on a les Français qui vont se battre contre les Russes. Il y a plein de choses comme ça. Ses beaux-parents sont vraiment très agréables avec elle, hein. Ils sont vraiment très bienveillants, mais ils la comprennent pas toujours. Et eux-mêmes s'inquiètent pour leur fils. Elle est aussi amie, alors en fait, avec un jeune homme qui, à la base, a été l'amant de son mari avant qu'il soit époux. Bah, ils se sont séparés et lui est tombé amoureux d'un autre homme. Et cet autre homme est parti aussi se battre voilà, dans l'armée napoléonienne. Donc, ils se retrouvent un petit peu parce qu'ils vivent un peu les mêmes choses, les mêmes drames, les mêmes inquiétudes. Donc il y a tous ces passages qui sont quand même assez, à la fois beaux et en même temps durs, puisque voilà, on attend l'être aimé qui est parti à la guerre et on ne sait pas s'il reviendra. Et je crois qu'il n'y a rien de pire quoi, d'être dans l'attente et de ne pas savoir. Voilà, puis, bon, il y a d'autres choses qui vont se succéder. Je ne vais pas trop vous en dire parce que le livre est déjà assez court, donc le but c'est pas de spoiler, mais petit à petit, effectivement, il se passe des choses dans la tête de Cyrine, dans son comportement. Alors, chacun, il va un petit peu de ça. Bah, c'est parce qu'elle est comme ça, c'est parce qu'elle a ça, c'est parce... Voilà, il y a plein de choses qui sont dites. Mais nous, on se dit, est-ce que, voilà, elle imagine des choses? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'elle a vu dans la forêt était vrai ou pas? Voilà, et ma seule frustration, c'est que effectivement, on n'a pas toutes les réponses à la fin, voilà. Mais bon, c'est un peu le but des novellas, hein, c'est que ça reste mystérieux, c'est aussi un peu l'atmosphère gothique, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les réponses non plus. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce court texte qui est vraiment poétique et qui parle en même temps de la guerre et bah, de ceux qui attendent, voilà. C'est dur pour les soldats, mais c'est dur aussi pour les familles qui attendent et qui sont toujours dans l'expectative et qui ne savent pas s'ils reverront les gens qu'ils aiment. En tout cas, c'est vraiment un très beau texte. J'ai vraiment adoré. Ces histoires voilà, de chouettes, de créatures de la nuit, cette forêt mystérieuse. Bon, c'est tout ce que j'aime. Donc, je l'ai lu en une soirée. Voilà, je me suis fait vraiment très plaisir en lisant cette novella. Si vous aimez le genre gothique, forcément, je vous la conseille. De toute façon, je vous conseille les éditions du Chat Noir parce qu'ils publient vraiment des textes qui sortent de l'ordinaire et notamment des textes gothiques. Et ils ont vraiment un très très beau catalogue. Voilà, donc moi je vais finir cette vidéo sur ce livre parce que je pense que j'en ai déjà fait pas mal.
Et puis autant en finir en beauté avec, vraiment ce très beau texte et cette autrice qui est, aussi à découvrir. C'en est fini donc pour cette vidéo point lecture. N'hésitez pas à me dire, si vous en connaissez dedans, si vous en avez lu, s'il y en a qui vous tentent, si vous voulez un petit peu plus d'infos sur les livres que je vous ai présentés. N'hésitez pas, voilà, à intervenir en commentaire, il y a pas de souci. N'hésitez pas à liker, à commenter, à laisser un petit cœur, une petite pile de livres si vous voulez, voilà. Histoire de, voilà, de vous abonner, histoire de faire vivre la chaîne, que j'avoue que ça fait plaisir. On n'est pas énormément, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de commentaires, il y a des interactions et ça fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous êtes en train de lire, en ce moment et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!